C'est facile hein, de parler d'objets, par exemple la peinture, la plante, le piano, etc. Bon voilà, on nomme, c'est des objets, c'est concret. Voilà. Par contre, c'est plus compliqué de nommer des fonctionnements sociaux. Et ça éclaircit sur beaucoup de choses. Et pareil pour les féminicides. Avant, on parlait de crimes passionnels. Et ben ça continuait. Le fait de nommer les choses, on est choqué. Et après arrivent les lois qui vont empêcher de continuer à tuer sa femme, de violer les jeunes filles, ou etc., etc. Et du coup, les choses avancent. Et peut-être que je fais mes podcasts pour mettre des mots sur des objets inconnus, quoi, des choses assez abstraites. Et j'ai besoin de mettre du corps, en fait, dans les mots. Ben, c'est un peu comme si je levais un lièvre. Tu découvres en fait des mondes et c'est pas si clean que ça. C'est souvent des lieux de pouvoir, c'est du patriarcat, c'est de la domination, c'est des choses installées depuis toujours mais en fait qui sont pas si évidentes que ça. Quand on nomme les choses, ça identifie et ça permet de faire une sorte de grand groupe avec plein de choses qui se rejoignent. Mais par exemple, une personne qui n'aime pas une autre personne trans, il va penser qu'il n'aime pas cette personne-là. En fait, il n'aime pas toutes les personnes trans. Que ce soit grossophobique, transphobique, etc., elle est condamnable. Par exemple... Je vais faire une petite confession qui est très dure, mais tant pis, on ne sera pas obligé de le mettre. Mais par exemple, quand je suis à Paris, dans le métro, voilà, je suis assise sur mon siège, et du coup, je regarde les gens. Un mec blanc va rentrer, bon, bah, je dis ouais, ok, c'est un mec, il est beau, il est pas beau, je regarde un peu, vieux, pas vieux, bon... sans... Voilà. Une personne, par exemple, racisée, tout de suite, je dis « Ah, elle est noire ». Ou une personne grosse, je vais dire « Ah, elle est grosse ». C'est automatique. Je me mets en supériorité, c'est-à-dire que je juge soit une différence culturelle, soit une différence physique, soit une différence de couleur, soit une différence de richesse. Aussi, la religion, celle qui a un voile, je dis « Ah ouais, c'est une musulmane ». Et en fait, systématiquement, toute personne que je regarde, automatiquement, elle est jugée de ma part. Et quand je me suis dit que j'étais grossophobe, raciste, me sentant supérieure parce que j'étais blanche, etc., et que j'essaye de lutter contre ça, et c'est un travail énorme. Un sentiment de supériorité, naturel entre guillemets, parce que c'est pas du tout naturel, mais confirmé. Et se défaire de ça, c'est très difficile. Même dans un même milieu queer, je vais automatiquement justifier ma supériorité. Ah oui, mais elle est racisée, pas moi, donc je suis supérieure. Ou elle est plus pauvre, j'en sais rien, mais elle est plus... j'ai pas beaucoup de raisons de me sentir supérieure aux autres. Juste que, machinalement, automatiquement, j'ai une tendance à trouver les raisons de me sentir supérieure et à, du coup... invalider les personnes. Au départ, c'est juste une façon même de voir le monde, c'est-à-dire que tu es assis sur ta chaise, tu vois du monde, et ensuite tu vas rencontrer la même chose en groupe, où tout un ensemble de personnes va être phobique sur les pauvres, sur les personnes racisées, sur les handicapés. Et ensuite, c'est par des actes, en fait. Tout un fonctionnement qui commence par l'individu et qui finit par des groupes, des manifestations de la rue, et après, on va les frapper, etc., parce qu'on est légitime. L'exemple frappant, c'est la manif pour tous, où ils étaient des millions à défiler tous en jugeant ces couples homo qui voulaient se marier, et c'est allé sur quelque chose de très totalitaire, violence verbale, puis physique et sociale, et c'était impossible d'expliquer. Alors il fallait faire du cas par cas, que ce qu'ils faisaient était juste de la phobie queer. On commence par une phobie individuelle de pensée, je pense. Voilà. Ensuite, ça vient sur une phobie de parole. En groupe, ensemble, on pense la même chose, on le dit, et ensuite, dans le réel, là, on passe à l'action. Et si on veut lutter contre ça, c'est d'abord à chacun de s'interroger sur comment je vois l'autre.
C'est vrai que si nous, chacun, on s'interroge pas comment on voit les autres, parce que c'est facile de dire oui, non, moi je suis pas raciste, moi je suis pas machin, moi je suis pas grossophobe, ouais, mais moi je le dis tout le temps. Mais en fait, je suis sur peut-être une exception, mais en fait, en vrai, je veux dire, je suis en contradiction entre ce que je vais dire et ce que je vois et ce que je fais. Donc voilà, il y a vraiment un travail déjà personnel. Je sais pas si c'est possible de pas le faire, mais c'est juste de ne pas s'autoriser à le faire. Non. Dès que tu as la pensée qui arrive et que tu vois quelqu'un, non. Ça non. Tu t'empêches de voir le monde de cette façon-là. Non, t'es très formaté, quoi. C'est vraiment une société qui t'a construit comme elle veut et soit tu deviens fou ou folle parce que c'est iluttable, soit ton cerveau, il t'aide à justifier tout ça en disant oui, peut-être que t'es islamophobe, mais t'as vu quand même tous ces musulmans qui font des attentats. Ou bien oui, c'est vrai que les trans, c'est normal de les accepter, mais bon, quand même, il y en a beaucoup qui sont un peu perverses et limite pédophiles. T'es pas si mal que ça, parce qu'en fait, il y a des raisons pour que tu crois à ce que tu crois, et c'est pas que t'es transphobe, etc. C'est que il y a des choses qui sont un peu légitimes, et en fait, t'es pas si mauvaise que ça. Il y a une sorte d'automatisme du cerveau qui essaye de te rassurer en disant mais non, mais c'est bon, bah en fait, ça va aller, arrête de t'infliger tout ça, voilà, bref, tout ça, pour te laisser un peu en paix. L'histoire du grand remplacement de Zemmour, c'est pareil. Il a raconté une histoire qui se tient et du coup, bah non, je suis pas islamophobe, je suis juste réaliste. Et cette façon de vivre, c'est notre quotidien. Et si on prend un peu de recul sur l'espèce humaine, je veux dire, à l'échelle de l'univers, ça ne repose sur rien, cette croyance d'être supérieur. C'est juste un sentiment. C'est un sentiment de se croire. Et même si c'est vrai, c'est faux, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai, en fait, on n'est pas supérieur. Quoi qu'on fasse, c'est comme si le chat de la voisine se croyait supérieur au chat du voisin. Je veux dire, c'est des chats. Moi, je vois déjà rien qu'à l'école, dans une classe, il y aura toujours un qui est le bouc émissaire. En entreprise, même dans les familles, partout, en fait, on va bien parce qu'il y en a un qui est pas comme nous et qu'on peut tout reporter sur lui. Dans l'histoire... depuis toujours, on fonctionne avec le bouc émissaire. Et quand il y a des rares moments où on considère cette personne comme nous, comme toi et moi, eh ben, c'est des moments isolés dans l'histoire et c'est une anormalité dans le cours de l'histoire. Je vais bien parce que je suis supérieur à lui et on est tous supérieurs par rapport à celui-là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on sent qu'il y a quand même un désir d'être tous égaux, de s'aimer tous les uns les autres, liberté, égalité, fraternité, donc c'est quand même un désir, c'est mis en parole, c'est mis sur les slogans, etc. Et par contre, ça nous dérange pas que les migrants sont en train de se noyer dans la Méditerranée, alors ça par contre, ça nous pose aucun problème. Que les Français soient tous égaux entre eux, et encore, ça on veut bien, mais par contre, les migrants, ça nous dérange pas parce qu'ils font partie d'un autre groupe. Et c'est ça qui est assez étonnant. On veut quelque chose, on veut une égalité, en parole, et dans les actes, non, ça nous intéresse pas, c'est même qu'on n'en veut pas, ça fait peur, on mettra pas les moyens pour arriver à cette égalité. Déjà, de les appeler les migrants, déjà rien que le nom les migrants, bah, c'est les dénigrer en actes, alors que ça serait n'importe qui d'autre, évidemment, qui aurait des hélicoptères, même pour une personne, je veux dire, on bougerait ciel et terre pour aller les chercher. C'est des migrants, donc c'est pas des comme nous, et c'est pas grave s'ils se noient dans la mer. Et donc, ce qu'on peut constater en ce moment, depuis un petit certain temps, en Europe entre autres, c'est que le thermomètre de la xénophobie augmente. Tous les jours un peu plus, tous les jours un peu plus intensément, que ça fait d'ailleurs très peur. On peut se demander si c'est que de la xénophobie. Point d'interrogation. Quand il y a eu le Brexit, moi j'ai des amis anglais... qui avaient un bon métier, médecin, les deux médecins, etc. Et ils ont été très inquiets en disant il va falloir qu'on rentre chez nous puisqu'on n'est pas français, on est anglais, etc. Et en fait, au bout de quelques temps, je leur ai demandé des nouvelles, comment ça se passait. Et en fait, ils se sont rendus compte que finalement, ça ne changeait rien du tout pour eux et qu'ils pouvaient continuer à exercer leur métier, même s'ils étaient anglais. Et que finalement, le Brexit, ça ne les avait pas touchés, eux.
Et même il y a un aéroport qui s'est monté pour que les Anglais puissent venir s'installer en Limousin parce qu'il y a plus grand monde. Et c'est vrai que ceux-là, on les accueille à bras ouverts. On a fait même une ligne spéciale Londres-Limoges tous les jours pour qu'ils puissent venir s'installer assez facilement chez nous. Et on adore aussi tous les Maghrébins qui sont devenus des grands champions de foot, le boxeur Nganou. Tous ces grands sportifs, on est fiers et ils font partie de la France et on les adore, quoi. Je veux dire, c'est une plus-value pour nous. Ouais, là, on est xénophiles, c'est des héros. Et en même temps, on ferme les portes aux réfugiés politiques, aux migrants pauvres. Ceux-là, on les aime pas, on les adore pas, ils sentent pas bon. Et pour toutes ces personnes-là, ces réfugiés pauvres, ces migrants, et les portes se referment partout en Europe, aux États-Unis aussi, parce que notre conscience au quotidien si fine, d'essayer de faire attention à ce qu'on fait, de ne pas faire du mal à l'autre, de ne pas l'avoir blessé, etc., se ferme aux pauvres. Alors qu'on est tellement, concentré sur le mieux possible au quotidien, mais sur des choses plus, je dirais, faciles à voir, c'est-à-dire notre être humain qui est en souffrance et qui a besoin d'aide, mais ça par contre, ça m'intéresse pas, c'est pas ma vie ça. Moi je me suis concentrée sur ma vie, pour être la personne la plus parfaite possible, mais par contre, la conscience du pauvre, ça ne nous concerne pas. Et le fait de constater que dans le monde entier, les pauvres et les sans-abri sont invisibilisés, montre que c'est pas un problème de race, de culture, de religion, mais un problème de pauvreté en fait. C'est juste que on n'aime pas le pauvre. On a plein de raisons d'être raciste, homophobe, transphobe, etc. Mais finalement, là où il y a un point commun, c'est qu'on est tous aporophobes. Honneur, comme travail, comme dirait Dali, sur la porophobie. Alors, juste pour revenir, parce que là, donc, je me suis étendue sur le monde, les pauvres, ça. Mais en fait, au sein de chaque famille, voilà ce que je connais, c'est qu'il y a un pauvre. Il y a celui qui a raté, en fait, qui n'a pas le cousin, le pauvre, il a raté sa vie. Pourtant, il avait fait Polytechnique, mais là, il est SDF, il n'a plus rien. Donc, c'est vraiment un ratage et on en parle vraiment comme quelque chose de... C'est pire qu'un cancer, quoi. C'est vraiment... on ne sait même plus quoi lui dire. C'est ce qu'on me dit des fois, non mais on ne sait même plus de quoi parler parce que c'est une catastrophe, quoi. Et en fait, même au sein de notre quotidien, qui nous touche de près, les gens qu'on connaît de près, la chute financière ou le financier qui ne fonctionne pas, donc entre autres les artistes, mais il n'y a pas que ça, c'est un peu le pestiféré. On va l'inviter, mais bon... Je sais pas trop quoi faire. Il y a quelque chose qui gêne. C'est gênant. Par contre, le cousin, le frère, la sœur qui réussit, ça par contre, on va en parler pendant 1 heure. On a plein de choses à dire et tout le monde c'est là, ouais, c'est super, etc. Donc il y a vraiment, même dans les sphères privées, un problème avec la personne qui est pauvre, même si elle est au sein de la même famille. On est gêné. On sait pas quoi dire. On est embêté pour lui. On dit oui mais ça va pas si mal, peut-être qu'il va trouver un petit boulot, mais il n'arrive toujours pas, il n'arrive pas à s'insérer, quoi. Vraiment c'est très problématique et on sait pas quoi en faire de ce boulet, quoi. Vraiment chaque année il est relâ, il nous fait toujours aussi chier, il a toujours pas avancé, il s'en sort pas, c'est vraiment un cas social qui dérange dans le paysage. On en parle 1 an, 2 ans, puis après il disparaît, puis après il n'existe plus parce que plus personne s'intéresse à lui, plus personne va le voir. Et c'est pareil pour des groupes qui n'ont pas les moyens de s'offrir le nécessaire à leur survie. Grande phrase, difficile à dire. Et si on allait s'acheter de l'élastique transparent pour ma prochaine paire? Je vous embrasserai fort les loustiques et les moustiques. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Là je suis détendue parce que c'est fini, parce qu'à chaque fois c'est un effort du cerveau, j'ai l'impression que ça fait des bouillies, que ça se tourne, ça retourne comme une pâte à crêpes. Et maintenant, je rends l'antenne. Allez, basta.